Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 222. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Est-ce que vous avez déjà dit quelque chose et fait le contraire? Est-ce que vous l'avez déjà fait sincèrement? Vous pensez que vous allez le faire, mais en fait vous le faites pas. Bah oui, évidemment, on n'est pas parfait, on l'a tous fait. Le problème, c'est que nos clients le font aussi. Ils disent qu'ils vont acheter notre produit ou alors ils pensent sincèrement qu'on est le bon choix, mais ils ne nous choisissent pas. Ça porte un nom, ça s'appelle le say versus do gap, l'écart entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. C'est très sérieux et c'est étudié par les spécialistes des sciences comportementales parce que ça peut avoir des implications très importantes. Pensez à une élection, par exemple. Si les gens ne font pas ce qu'ils disent qu'ils vont faire, ça peut radicalement changer le résultat du vote. En marketing, on fait tout ce qu'on peut pour convaincre notre futur client, mais si même une fois convaincu alors qu'il pense choisir notre produit, il ne le fait pas, alors à quoi bon? Vous me voyez venir bien sûr, évidemment je ne vais pas vous laisser comme ça, je suis allée chercher des réponses auprès d'un spécialiste des sciences comportementales pour qu'il nous explique ce phénomène et surtout qu'il nous donne les clés pour le dépasser. Oui quand même, on va pas se laisser faire par le say versus do gap. Je vous propose d'accueillir tout de suite Selim Messaï. Bonjour Selim, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle, merci, enchanté d'être là. Je suis ravie que tu sois là avec nous pour parler d'un sujet qui moi me passionne, je vais te dire, je te l'ai pas dit, mais qui me passionne depuis le premier jour de mon entrée à l'école de commerce. C'est un truc dont on ne parle pas, en tout cas à mon époque, je sais pas maintenant, mais dont on ne parlait pas en école de commerce, je trouvais ça dingue. Et pour tout te dire, j'avais demandé à une copine qui était en cours de psycho de me filer ses cours pour pouvoir un peu comprendre, zioter, comprendre comment fonctionnait la psychologie. Aujourd'hui, on va parler de sciences comportementales, donc je suis toute heureuse parce que j'adore ce sujet et pour moi, marketing, psychologie, sciences comportementales, toutes ces choses-là, ça se rejoint énormément. Avant que tu nous en dises plus, Selim, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Avec grand plaisir. Donc Selim Messaï, je suis le dirigeant et fondateur d'un cabinet qui s'appelle Mutatio. Mutatio accompagne les organisations qui souhaitent agir sur les comportements. Donc notre métier, aux côtés des, euh, des organisations, entreprises, collectivités, PME, voilà, assez diverses qui nous font confiance, c'est de trouver des leviers d'action sur non pas ce que les gens pensent, mais sur ce que les gens font, et d'aider à changer cette réalité-là euh, qui est complexe, qui nécessite des procédés assez astucieux. Et c'est pour ça qu'on se sert ce qu'on appelle les sciences comportementales. On va en parler après, mais c'est un agrégat de plusieurs disciplines. C'est pas une finalité, les sciences comportementales, c'est un outil pour agir sur les comportements. Et c'est ce que fait Mutatio. Pour me présenter rapidement, en quelques mots, en amont de cette aventure que j'ai démarrée il y a un peu plus d'un an aujourd'hui, je viens du monde des études de marché. J'ai travaillé longtemps notamment chez Ipsos. J'ai travaillé aussi dans d'autres cabinets d'études et de conseil. Après, j'ai travaillé dans un grand groupe qui s'appelle Ferrero, au niveau France. Et ensuite, dans également un grand groupe qui s'appelle Ecotone. Le nom du groupe n'est pas connu, mais la marque la plus connue, c'est la marque Bjorg. Et j'avais un rôle global de connaissance des consommateurs et des marchés. Et d'éclairage de la décision au sein de l'organisation. Et j'ai décidé de lancer ma propre agence pour aider et accompagner mes clients dans leur transformation, sachant qu'en parallèle de ça, je suis également enseignant en marketing comportemental, en sciences comportementales et conférencier et formateur.
Génial. Bon, alors dis-moi justement, tu vois, ce terme, moi, de science comportementale, ça me fait un peu rêver. Bon, tu l'as senti, hein, tu l'as compris. Moi, j'aime bien tous ces trucs-là, mais c'est vrai, quand on dit science comportementale, on se dit, ouais, attends, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va nous mettre? Qu'est-ce que c'est, en vrai? Parce que tu vois, on a tous l'impression de savoir ce que c'est sans trop Ouais. savoir. C'est quoi les sciences comportementales? Alors, déjà, c'est un terme qu'on utilise toujours au pluriel. On parle des sciences comportementales parce que euh, ça va être un agrégat de plusieurs disciplines. On va retrouver notamment la psychologie cognitive, euh, les neurosciences, parce qu'on a besoin de comprendre comment le cerveau de l'être humain fonctionne, les neurosciences sociales, l'économie comportementale. On va retrouver un certain nombre de choses autour de l'économie et de la psychologie, on va dire, qu'on intègre pour décrypter les comportements. Ça, c'est la première chose, arriver à décrypter les comportements et ensuite trouver des leviers d'action. Donc, c'est un terme qui euh, peut, à- à première vue, un peu mettre à distance, parce qu'on entend science, donc on imagine quelque chose de très théorique et potentiellement éloigné de la réalité, mais pas du tout. Pas du tout, on manipule vraiment des choses très concrètes et on agrège surtout plusieurs connaissances pour arriver à trouver des réponses à des situations complexes, mais qui sont des situations en fait où on doit faire agir les gens différemment, on doit changer des perceptions et des actes. Euh, Ça vient aussi, pour dire quelques mots sur la genèse de tout ça, très rapidement, hein, c'est aussi lié à l'évolution des théories économiques. Pendant longtemps, on a considéré l'individu comme très rationnel, très logique dans ses décisions. Et dans les années 70, 80, 90, sont arrivés des économistes et des psychologues qui ont commencé à dire que, en fait, non, en fait, les individus ne sont pas si rationnels que ça. Nos agissements sont truffés de biais, sont truffés de finalement de facteurs, de forces qui jouent sur les comportements, à savoir qu'on est des êtres sociaux. Nos comportements dépendent des autres autour de nous. On est des êtres de contexte. Un individu dans un contexte donné peut agir de façon radicalement différente au contexte. Voilà, si on prend par exemple le bureau et la maison, l'environnement familial et l'environnement extra-familial, l'école, etc. C'est le même individu, le contexte va le mener à avoir des comportements totalement différents. Donc on joue aussi sur les contextes. Et on est des êtres très émotionnels. Voilà, on a tendance à post-rationaliser, à expliquer que nos décisions sont très logiques et très réfléchies, mais en fait on ne l'est pas tant que ça. On est très drivé par nos émotions, aussi par nos habitudes. Donc avec les sciences comportementales, on va essayer de comprendre tout ça et sur une problématique donnée, en fait, de savoir quelle est quel est le bon bouton sur lequel appuyer pour changer les comportements. J'adore ce que tu me racontes parce que vraiment c'est ma définition du marketing. Alors c'est pareil, le marketing on peut le voir de plein de façons différentes, mais tu vois pour moi le marketing c'est vraiment ce que je dis souvent d'ailleurs, le job du marketeur, c'est pas de vendre des trucs, c'est pas de faire en sorte nécessairement que les gens achètent, c'est de donner la possibilité à la personne d'être dans les meilleures conditions pour prendre une décision, d'amener cette personne à prendre une décision, que cette décision finalement soit d'acheter mon produit, mon service, ou de pas acheter mon produit, mon service. Mais en tout cas, de l'amener à agir, à prendre cette décision, ce qui est déjà en soi un acte qui est pas toujours si simple que ça. Et alors justement, tu vois, moi, il y a une question qui me taraude un peu l'esprit. J'aimerais bien qu'on en discute là sous l'angle de ces sciences comportementales. Tu vas peut-être pouvoir m'aider. C'est que, et je suis sûre qu'on l'a tous déjà vu dans le comportement de nos clients. Parfois, on a des gens qui sont convaincus. On a bien fait notre boulot, on leur a bien expliqué pourquoi je sais pas, notre produit, notre service est fait pour eux. Ils ont envie, a priori, ou en tout cas c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent mais moi ça me plaît ton truc, j'ai bien envie d'y aller. Et puis la réalité c'est qu'ils y vont pas. Tu vois, ils disent qu'ils vont y aller et pourtant ils appuient pas sur le bouton acheter. Je simplifie mais c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut l'expliquer ça? Est-ce qu'il y a des raisons derrière tout ça? C'est pourquoi on fait Ouais. ça? Alors oui, il y a des raisons derrière tout ça.
elles sont liées à la complexité humaine. Moi, il y a une phrase que j'aime bien de David Ogilvy, publicitaire de J'ai renom. travaillé pour Ogilvy, alors je vois bien. Voilà. Ok. Il avait cette phrase qui est un peu provocatrice, mais moi qui je pense en tout cas résume assez bien la situation. Il disait les consommateurs ne pensent pas ce qu'ils ressentent, ils ne disent pas ce qu'ils pensent, et bien souvent ils font pas ce qu'ils disent. Alors, c'est volontairement un peu provocateur, parce que tout le métier des instituts d'études, c'est de comprendre ce que les gens pensent. Tout le métier comme tu l'as dit, du marketing et des agences, voilà, de faire passer à l'action. Mais il y a un fond très vrai derrière, c'est que entre ce qu'on peut avoir dans la tête et ce qui peut se traduire dans nos actes, un certain nombre d'événements vont se produire. Et c'est ce qui occasionne ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire des situations. On peut penser notamment, enfin, le premier exemple, moi, qui me vient en tête, c'est les enjeux climatiques, les enjeux Mhm. Ouais. socio-écologiques. Ou si tu vas faire un petit sondage en bas de chez toi et demander aux gens s'ils sont soucieux de limiter leur empreinte carbone, très très peu vont te répondre non. Euh, même chose sur, même chose sur la limitation du plastique, etc., etc. Voilà, il y a un niveau de connaissance, il y a un niveau de conscience extrêmement élevé et un niveau d'action qui n'est pas du tout à cet échelon-là. En fait, il faut bien comprendre qu'entre le moment où on souhaite agir, le moment où on est informé et le moment où même on est convaincu et l'action, euh, il y a des obstacles qui vont apparaître. Et ces obstacles, le premier obstacle, c'est le poids de la récurrence des comportements. C'est-à-dire que si aujourd'hui on vient me voir en me disant il faut faire du compost pour mes déchets, sachant que ça fait 30 ans que je trie mes déchets autrement et que j'utilise des sacs poubelles, etc., bien évidemment, le fait d'avoir pendant 30 ans fait d'une certaine façon va être un obstacle au fait d'adopter un nouveau geste. Ça, c'est un premier facteur. Il y a cette fameuse dimension sociale. C'est-à-dire que si autour de moi les autres ne le font pas, n'en parlent pas ou font le contraire, bah, évidemment c'est plus difficile pour moi. Il y a ce qu'on appelle un biais de conformité. C'est plus difficile pour moi euh, d'agir. Et puis il y a tous ces petits trucs qu'on n'aime pas trop dire parce qu'on a envie d'être exemplaire sur ces sujets. Donc on a envie d'être fort, on a envie d'être opiniâtre, résilient, mais en fait, le cerveau fonctionne beaucoup à l'économie et le cerveau va naturellement vers la facilité. Moi, quand je travaillais avec des équipes marketing, il m'arrivait de me retrouver dans des situations où les équipes avaient développé des produits qui étaient extrêmement performants sur le plan nutritionnel, en termes de promesses, etc., mais qui demandaient trop d'efforts aux consommateurs, qui demandaient trop d'efforts dans une situation d'achat en linéaire. Et donc, c'était pas ce produit-là qui était choisi, c'était le produit qui était le plus simple, qui s'imposait de façon la plus simple euh, au shopper qui, in fine, lui, va prendre la décision. Et donc, en fait, tous ces petits, ce qu'on appelle des frictions, ces petits moments où, si je veux acheter en vrac, il faut que j'ai le contenant qui va bien, il faut que j'ai la place pour pouvoir le stocker chez moi, etc. Il faut que je sois capable d'aller d'outrepasser certaines choses. Bah, toutes ces petites frictions, elles vont élargir cet écart entre ce que à l'instant T je pense, je projette de faire et ce que je vais réellement accomplir. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, on se rend assez vite compte que il y a quand même plein de raisons et plein de situations où ça peut arriver, où on se dit, bah, j'ai envie d'aller vers ce produit, ou j'ai envie d'aller vers ce comportement, mais en fait, en vrai, je le fais pas. Est-ce que tu as en tête, je sais pas, une grosse boîte ou une campagne connue, j'en sais rien, quelque chose où ça se serait passé pour un peu illustrer ce que ça peut engendrer pour nous? Comme on va dire un peu une illustration d'un
d'un cas où on a pu constater ça. C'est ça l'idée. Exactement. Oui, oui, moi j'ai un exemple que j'aime bien prendre pour illustrer. Alors déjà, en plus, c'est un exemple que j'aime bien puisque du coup, il concerne l'enseigne McDonald's. Alors, donc c'est l'histoire d'un échec, mais on peut en parler dans la mesure où on sait bien que McDo a quand même globalement plus de Ça va. succès que d'échecs. Voilà, c'est pas un échec dont l'enseigne ne s'est jamais relevée. Auquel cas, je pense que j'aurais quand même quelques considérations à ne pas tirer sur l'ambulance. Euh, il y a un exemple qui est vraiment, d'ailleurs, on en parle beaucoup dans les cas illustres en sciences comportementales et en psychologie cognitive. Dans les années 90, McDonald's a lancé aux États-Unis un hamburger qui s'est appelé, puisqu'il n'existe plus, hein, le Arch Deluxe. Donc alors le Arch Deluxe, si d'ailleurs tu fais l'exercice de taper ça sur Google, tu vas voir tout de suite les premiers résultats qui vont te dire le plus gros bid, le plus gros fiasco de McDonald's. Et c'est le cas, mais c'est extrêmement instructif au-delà du fait que c'est un fiasco. En fait, le Arch Deluxe, c'était un burger que McDonald's a positionné comme le sandwich pour les adultes. Ils avaient Ok. d'ailleurs fait une campagne de communication qui montrait des enfants qui regardaient le hamburger, qui faisaient des grimaces, etc. Façon un peu, on va dire, spéciale de vendre un produit, mais en tout cas, ils avaient fait Ouais. ça. Euh, Ça a été aussi le plus gros lancement en termes de dépenses pour McDonald's. Waouh. 200 millions d'euros en promotion et en publicité et un peu plus de 100 millions en études et en R&D. Donc c'est énorme, 300 surtout millions dans les d'euros, années quoi. 80. Ouais, voilà, Waouh. 300 millions d'euros dans les années 90. Donc ça pourrait équivaloir à deux fois ça aujourd'hui. Facilement, Euh, ouais. voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment on peut se planter, parce que ça a été vraiment un échec rapide, où ils ont dû bon, bah, rapidement arrêter, etc. Comment on peut se tromper avec autant d'investissements et autant d'efforts? Et la réponse, elle est dans le fait de ne pas avoir suffisamment intégré le facteur humain, et donc ces fameux biais, et donc ce fameux écart entre le déclaratif et les actes, dans tout le travail qui a été effectué par les équipes avant et après le lancement. Et quelque part, Oui, parce que je te Ouais, coupe une seconde, mais pour vas-y. expliquer pour ceux peut-être qui n'ont pas eu l'occasion de travailler dans des grosses boîtes, alors tu vas me dire si c'était le cas, mais je suis à peu près sûre que c'était le cas. Quand tu bosses dans une grosse boîte, moi j'ai longtemps bossé dans une multinationale, quand tu lances un produit, et d'autant plus quand tu as 300 millions de budget, tu lances pas en te disant j'aime bien ce produit, il est sympa, je suis sûre que ça va marcher, ma tante l'a goûté, elle a dit que c'était ultra bon. Non, tu fais des études, et puis des études un peu sérieuses, t'y vas pas au doigt mouillé, quoi. C'est vraiment tu vas chercher les choses. Donc, je présume, je connais pas l'histoire, hein, tu me l'as pas raconté en off, et je la connais pas pour le coup. Je présume qu'ils ont fait des recherches, des études, des tests conso, enfin tout l'attirail habituel. Je me trompe ou pas? Ah, mais ils en ont fait plein. Ils en ont fait énormément. Ils en ont fait énormément, ils les ont pas bien faites. Ah, Ils les ont fait en prenant euh, au premier degré et en prenant pour argent comptant le déclaratif. C'est là où on revient justement sur ce qu'on a évoqué avant, c'est-à-dire que, en fait, comment il a été testé ce hamburger? Il a été testé essentiellement avec des questions d'intention d'achat. Donc en fait, on monte le produit. Euh, Parfois, on le montre en situation un peu. Après, on est dans les années 90, donc l'environnement concurrentiel, c'est compliqué, etc. Mais on monte le produit, globalement, hein, pour ceux qui nous écoutent, on monte le produit et puis on demande aux gens s'ils ont l'intention de l'acheter, certainement, probablement, etc. Il y a une échelle. Et puis on se base sur ce que les gens vont me dire. Alors après, on sait bien que quand les gens achètent un produit, il faut dépenser des sous. Puis on leur dit, OK, et s'il est à 3 dollars, et s'il est à 4 dollars, et s'il est à 3,50 $. Et tout ça, ça a été fait, refait et refait. Euh, le problème là-dedans, c'est que euh, quand on, quand un individu se prononce sur une intention d'achat, il n'achète pas. Il n'achète ouais. pas. Euh, Acheter, c'est un effort, c'est un coût. Je perds de l'argent pour acquérir quelque chose.
Et c'est quelque chose que le cerveau n'aime pas. Donc à partir du moment où j'achète, à partir du moment où je dépense, alors effectivement, selon ce qu'on achète, il peut y avoir une récompense rapide, mais en tout cas, à partir du moment où je m'acquitte d'une somme d'argent, il y a un effort. Et quand je réponds à une enquête, que ce soit dans un groupe qualitatif ou que ce soit sur une enquête, un questionnaire, et que je dis que je vais acheter, c'est ce qu'on appelle, ce que les anglo-saxons appellent une free option. Donc voilà, c'est une option gratuite. Elle n'a pas de coût réel. Je peux très bien dire que oui, j'achèterai, tout simplement parce qu'effectivement, le produit tel qu'il m'est présenté avec un bel argumentaire, avec un beau pack, avec un hamburger comme McDo sait bien faire, hein, assez appétissant, bah oui, effectivement, j'ai envie de l'acheter. Et puis si on me dit 4 dollars ou 5 dollars, oui, mais ça ne me coûte pas réellement 4 dollars, ça ne me coûte pas réellement 5 dollars. Donc ça, c'est un premier écueil de se baser sur des options gratuites qui n'ont pas réellement de coût pour la personne. Il faut mettre les gens en situation où ça leur coûte pour avoir quelque chose qui est plus réaliste par rapport à ce qu'ils peuvent réellement faire. Le deuxième point, c'est que cette idée du goût pour adultes, sur le papier, elle est chouette, elle est intéressante, l'idée du goût pour adultes. Mais est-ce que c'est réellement ce que le consommateur qui se rend chez McDonald's veut? Et c'est là où il faut justement avoir cette capacité à naviguer entre ce qui est déclaré et ce qui est réellement euh, au cœur du comportement, parce que oui, c'est déclaré comme attrayant, intéressant, etc. Mais le vrai goût du McDo, le goût que j'ai, l'odeur, voilà, la stimulation que j'ai chez McDonald's, bah, elle vient énormément de l'enfance. Elle vient de ce que j'ai connu. Voilà, il y a l'empreinte olfactive, l'empreinte gustative. Et ça, je suis pas forcément prêt à la changer pour quelque chose qui a un nouveau goût pour adultes, plus sophistiqué, etc. Peut-être que ça, je suis prêt à aller le trouver dans une autre chaîne de Hmm. hamburgers, voilà, avec ça. Dans un Donc bistrot un peu chic, absolument, etc. Je vais avoir le absolument. super hamburger avec Oui, la viande qui va bien, le fromage, je sais pas quoi, mais pas le cheddar classique de McDo. Alors que effectivement, quand tu dis, c'est marrant, quand je t'écoute, je sens l'odeur et pourtant je suis pas une fan de McDo oui, du moi tout, hein, aussi. mais je sens l'odeur et le goût de McDo. Donc je comprends effectivement très bien cette dissonance qu'il y a entre ce que tu me dis, si tu me poses, en fait, j'essaye de simplifier ce que tu viens de dire, enfin de simplifier. Si tu me poses une question simple, je vais y répondre simplement. Est-ce que tu as envie d'un hamburger pour adultes? Ouais, écoute, ça peut être sympa. Mais ça veut pas dire que je le ferai parce que on a oublié tout ce qu'il y a à côté, tout l'environnement, tout ce que moi je pense de cette marque, donc le branding de la marque, l'image de marque, toute l'histoire que moi je peux avoir aussi avec cette marque. Et donc tous ces éléments-là qui viennent finalement faire partie réellement de l'expérience que j'ai de cette marque-là, c'est ça? Absolument, absolument. En fait, on a décontextualisé, on s'est mis dans une réalité de recherche, d'étude, qui est une réalité, mais qui n'est pas la réalité du consommateur, de la personne qui vient pour acheter son sandwich, son menu, peu importe, chez McDonald's, qui pousse la porte du McDo. Quand elle est dans ce contexte-là, ben, il y a un certain nombre de choses qui vont jouer. Et en l'occurrence, sur ce cas-là, euh, ces éléments-là ont desservi cette innovation. Donc c'est vraiment crucial de garder cette notion. On est des êtres contextuels. Et il faut Mais alors, toujours tu vois, penser en je- contexte. excuse-moi, Vas-y. je me mets à la place des gens qui nous écoutent. Et je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont en train de paniquer et de se dire, non mais attends, 2 minutes. T'es en train de me dire que McDo, qui a 300 millions de budget, réussit à se planter dans ses études. Comment moi, qui n'ai pas 300 millions de budget, je vais réussir mes études. Deux, tu me dis, il faut contextualiser, ça n'est pas que poser des questions et le contexte, il est multiple, il est complexe. J'ai pas forcément d'ailleurs toutes les infos peut-être. Comment je fais, pardon, je vais te poser la question très directement, Céline, mais là je suis un peu angoissée. Comment je fais moi pour faire les choses correctement pour éviter de me planter comme McDo s'est planté? Absolument. Euh, alors, il y a des solutions, il y a des choses que on peut tous avoir à l'esprit quand on innove, quand on travaille sur la nouveauté et les comportements et transformer les comportements. La première chose, le premier niveau, j'ai envie de te dire, c'est déjà d'en être conscient. D'être conscient
de cette réalité, de cet écart entre ce qui est projeté de faire et ce qui va être fait. D'être conscient de tous ces éléments, et alors là pour le coup c'est assez simple, hein, le contexte, les habitudes, la dimension sociale, voilà, toutes ces choses-là, elles sont structurelles dans les comportements, on les retrouve à chaque fois. Donc déjà, je dirais que pour nos auditeurs, la première étape, c'est déjà d'être conscient et de ne pas être enfermé dans sa réalité. C'est ce qu'on appelle le biais d'optimisme. C'est-à-dire que le biais d'optimisme, et ça, alors là, tu le retrouves à tous les niveaux, les grandes boîtes du CAC 40, comme la petite PME, la start-up, etc. Le biais d'optimisme, c'est de se dire qu'on a une super idée, qu'on a une super proposition de valeur. Évidemment, il faut y croire et ça c'est super bien, hein, mais c'est de sous-estimer toutes ces petites frictions et tous ces efforts qu'on va demander à la personne qui va, in fine, à laquelle on s'adresse, hein, quelle qu'elle soit. Le biais d'optimisme, c'est d'être dans sa réalité, convaincu du bien fondé de ce qu'on fait, euh, et de sous-estimer tout ce qui va arriver après de l'autre côté. Donc déjà, si on est conscient et qu'on se dit, je risque d'avoir ce biais d'optimisme, je dirais que le premier niveau, c'est, et ça pour le coup, il y a besoin d'un papier et d'un crayon, c'est de se poser, de prendre ces différentes dimensions qu'on a listées et de se dire bah, comment je suis par rapport à ça, comment le contexte peut me desservir. Comment les autres peuvent me desservir. Si par exemple, je propose, je sais pas, j'arrive avec un nouveau service bancaire et que bah, ce service bancaire, personne autour de moi ne l'utilise, les gens n'ont pas entendu parler, etc. Comment je vais faire pour que socialement, la personne à qui je m'adresse puisse voilà, en parler à son conjoint, sa conjointe, son milieu social et faire valider son choix. Comment je vais faire par rapport aux habitudes que la personne a aujourd'hui. Donc déjà, se lister tout ça et de se dire comment je suis par rapport à ça et surtout, en fait, est-ce que j'y ai pensé au moins. Pour moi, c'est vraiment le premier étage de la fusée. Euh, je dirais que pour déjouer les pièges des comportements, alors évidemment, nous, c'est notre métier, hein, c'est notre cœur de métier. Donc du coup, on va vraiment intervenir et on a des méthodologies, on a des modèles, etc. Mais dans les grands principes, je dirais que tout ce qui va être évaluation hors contexte, toutes les, toutes les situations où on peut tester quelque chose euh, en dehors de son environnement concurrentiel n'ont pas n'ont pas beaucoup de sens. Même parfois on se dit en rajoutant du prix, le prix n'a pas de sens pour soi à partir du moment où il n'y a pas un effort pour Ouais, je acquérir. suis d'accord. C'est qu'un chiffre, hein. C'est Ça te ça, c'est parle qu'un pas. chiffre. C'est qu'un chiffre. Ce chiffre, il devient quelque chose à partir du moment où j'ouvre mon portefeuille et je dépense de l'argent pour acquérir le produit ou l'offre. Et ça, il faut vraiment être très conscient de ça. Donc je dirais, euh, se méfier énormément de tout ce qui est décontextualisé et tout ce qui est, entre guillemets, gratuit sans effort pour le répondant. Hein, c'est un peu le même exemple que quand tu pitches ta super idée à quelqu'un et qui te dit ah, j'adore, c'est brillant, mais la question c'est très bien, merci de me dire que c'est brillant, mais est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu tirais avec moi sur ça? Est-ce que tu me ferais confiance pour le faire? C'est pas la même question Mm, hein, que mm, de mm. dire est-ce que tu trouves ça intéressant? Voilà, d'être très concret, très pragmatique et de ne pas sous-estimer les coûts d'acquisition, les coûts de renoncement, puisque on sait que choisir, c'est renoncer. Donc forcément, pour vos clients, bah, ça va être renoncer, renoncer à quelque chose qu'on a fait depuis des années, qui s'est inscrit dans les habitudes. Eh ben, c'est compliqué. Compliqué. Le cerveau, il n'aime pas trop renoncer à ces choses-là. Donc voilà, ça c'est disons, c'est des grandes lignes. Euh, et après, peut-être pour être un peu plus précis sur des solutions possibles qu'on connaît dans les sciences comportementales, une fois qu'on est conscient et une fois que on a bien listé tout ça, il faut être, je dirais, conscient de deux aspects intéressants, d'opportunités. Alors là, on a parlé des risques, hein. Parlons un peu des opportunités, parce que pour le coup, on a des alliés hein, dans les neurosciences. Ne pas hésiter à jouer sur le circuit de récompense de l'individu. C'est-à-dire que, euh, en fait, on a des mécanismes d'incitation qu'on appelle les nudges, qui vont être là pour faciliter le passage
à l'action. Ces mécanismes, ils jouent beaucoup sur cette dimension de, de simplification, sur le côté un peu ludique, pour rendre l'effort le moins coûteux possible. C'est à ça que servent ce qu'on appelle les nudges. Le Tu moins peux nous coûteux donner, possible. parce que Ouais. autant je vois bien l'idée de récompense, autant là tout de suite, tu vois, le mettre dans la situation d'un achat. Tu peux nous donner un exemple pour illustrer un peu ce principe des nudges? Ouais, il y a un exemple que j'aime beaucoup pour illustrer les nudges en situation d'achat. C'est un magasin, et je crois que Castorama l'a dupliqué en France, il me semble. C'est un magasin de distribution au UK qui en fait s'est rendu compte que les vendeurs dans le magasin allaient voir parfois des clients qui n'avaient pas envie d'être accompagnés dans leur recherche de produits, et à l'inverse, parfois n'allaient pas voir des clients qui cherchaient des renseignements. Enfin, c'était vraiment un casse-tête, et c'est un casse-tête dans la distribution de savoir à qui je dois, dans la vente hein, de manière générale, à qui je dois les m'adresser, et à qui je dois pas les m'adresser. Et en fait, ils ont fait un nudge que j'adore. En entrée du magasin, tu as deux couleurs de panier. Tu as un Ah, panier noir, oui. tu prends un panier noir. Si tu souhaites pas qu'on t'importune, dans ce cas-là, tu fais ton shopping, et surtout le vendeur sait, parce qu'il te voit avec ce panier-là, que tu fais ton shopping tranquillement. Évidemment, tu peux toujours venir voir un vendeur si tu as besoin, mais en tout cas, tu indiques clairement. Et tu as un panier blanc qui signale aux vendeurs, qui signale aux équipes que tu serais ravi d'avoir des éclaircissements, des précisions sur les produits. Ça, c'est un nudge tout bête, ça coûte pas grand-chose, c'est juste deux couleurs de panier différents, mais clairement, ça facilite énormément le travail du vendeur, et puis ça facilite aussi l'expérience. Il y a toute cette dimension expérientielle qui est améliorée, qui facilite l'achat pour l'acheteur. Mais alors pourquoi je comprends bien cette histoire de panier, je trouve ça assez rigolo d'ailleurs. Je comprends complètement l'histoire de panier. En quoi c'est de la récompense? C'est là où tu vois j'ai du mal à rejoindre l'histoire de la récompense. Alors, en fait, là, si tu veux, ça va venir, en fait, indirectement participer à la qualité de l'expérience vécue. C'est-à-dire que Hmm. si j'ai été si je me suis senti importuné par le fait qu'on vienne me parler quand je fais mon shopping, ou si au contraire, j'ai pas trouvé mon truc, je peux ne pas acheter. Tu vois, quelque part, Ouais. en fait, c'est Alors que j'aurais voulu acheter, mais là on exactement. m'a cassé mon truc, ça me saoule, je me barre. Exactement. Donc ça, c'est vraiment indirectement, si tu veux, sur la notion d'expérience, quelque chose qui va jouer. Et après, sur de la récompense, en fait, assez directe, on utilise beaucoup dans les sciences comportementales avec les nudges des jauges, en fait. Des jauges, en fait, qui vont permettre de savoir que en utilisant, euh, par exemple, en utilisant une carte de fidélité qui va me donner des réductions, eh ben, je peux visualiser très rapidement que j'ai fait X centaines d'euros, milliers d'euros d'économies grâce à cette carte. Et le nudge, c'est la façon dont je vais faire passer ce message-là, petit mécanisme qui va faire que j'ai l'impression d'avoir gagné quelque chose. Hmm. En fait, je ressens en fait voilà, comme une notification qui va me dire j'ai gagné quelque chose. Il y a plein de façons de faire des nudges, hein. On peut jouer sur beaucoup d'aspects, hein. Mais quand on agit sur ce circuit de la récompense, de la facilitation, de rendre plus simple, plus ludique, instinctivement, en fait, on joue sur des ressorts très instinctifs. Instinctivement, on, on, on fait vraiment un effet bonus qui clairement compte dans l'expérience vécue par le shopper. Ouais, j'imagine que pour rejoindre ce que tu disais au début, tu nous disais, et moi c'est quelque chose que je dis souvent aussi, le cerveau il aime bien la facilité, et le cerveau finalement, moi je suis pas sûre qu'il aime franchement acheter, parce que acheter c'est prendre une décision, qu'une décision bah c'est embêtant, parce qu'une décision potentiellement tu peux te planter, tu peux prendre la mauvaise décision, tu peux prendre celle où tes copains, tes collègues vont se moquer en se disant ah c'est nul ce que t'as fait. Donc il y a vraiment plein de façons de se planter finalement. Donc, pas prendre de décision, souvent, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, s'il peut éviter le truc, le cerveau, il va aller éviter d'aller prendre cette décision d'achat. Et en fait, ce que tu nous dis au travers des nudges,
c'est finalement faciliter la vie au cerveau, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans quelque chose de négatif, un peu anxiogène, mon Dieu, est-ce que je vais me planter? On est plus, tu parlais de ludique, tu parlais de simplicité, de récompense, on est quelque chose qui nous donne envie, finalement, d'avoir une expérience. C'est tout ce qui tourne finalement autour de cette expérience dont on parle souvent, de cette UX, voilà, on en parle beaucoup en marketing, mais de cette expérience qui fait que les choses sont plus faciles à, à assumer peut-être pour notre cerveau. Sont plus faciles à traiter pour notre cerveau. Euh, Quand le cerveau traite les informations de tous les jours, fait des arbitrages, il va naturellement aller vers la facilité. Il va naturellement aller vers ce qu'il connaît, ce qui lui demande le moins, ce qu'on appelle d'effort cognitif. Les champions du monde de tout ça, ce sont les géants de la tech. Donc, pour te donner une idée, chez des Google, Microsoft, Apple, tu as des armées d'équipes en sciences comportementales qui tous les jours réfléchissent à comment faire pour que leur produit, soit le plus facile à appréhender en termes de comportement. Ça commence par te dire que quand tu envoies un mail, tu peux le rappeler immédiatement, etc. Jusqu'à ta fonction alarme sur ton téléphone qui est vraiment faite de façon à ce que tu te réveilles. Et tout est pensé sur le plan comportemental. Ce sont des gens qui sont des scientifiques dans l'âme et qui partent du principe que c'est pas parce que j'ai les meilleures fonctionnalités dans mon téléphone, sur ma tablette, sur mon ordinateur, que ça va être le mieux, l'alpha et l'oméga par rapport aux propositions concurrentes. C'est parce qu'elles sont le plus faciles à intégrer. Et ça, effectivement, c'est fondamental. Naturellement, on a horreur de l'effort cognitif. Alors, ça peut paraître paradoxal, hein, puisque finalement, le principe même de l'instruction, de l'éducation, de la culture, c'est de faire des efforts pour apprendre, etc. En fait, mais on muscle notre cerveau. Et plus on le fait, et plus on se rend compte qu'il faut le faire, etc. Donc, c'est très bien. Mais notre naturel, tout dernier exemple, c'est vraiment l'exemple de l'escalator Hmm. et de l'escalier. Moi, j'habite juste à côté d'une gare où, et là, c'est énorme erreur, mais bon, peut-être que les architectes, au moment où ils l'ont construit, n'ont pas pensé à ça, mais énorme erreur sur le plan comportemental. Quand je rentre dans la gare, je dois me diriger vers le quai, la première proposition que j'ai face à moi, c'est un escalator. Et il faut que je marche 10 mètres pour aller prendre l'escalier Ah, et arriver ah sur le bah même oui. quai. Et Jamais tu vas évidemment, aller faire les 10 mètres en plus. ah, Déjà que ça te demande un j- effort de monter l'escalier. il n'y a jamais personne sur l'escalier. Il y a des agglomérats de gens qui stagnent sur l'escalator. C'est pour ça qu'avec les nudges, on a plein d'exemples, hein. D'ailleurs, si tu tapes nudge, pareil, fais l'exercice taper nudge, tu vas voir des fameuses marches d'escalier avec, alors de temps en temps, on a fait comme une piste d'athlétisme, la RATP a fait sur chaque marche des récompenses. Voilà, tu en parlais de la récompense. Allez, encore 10 marches et tu auras fait tant de calories, encore 20 marches et c'est l'équivalent de ta dépense énergétique, etc. Il y a plein de trucs à faire. Et ça, c'est du nudge. Donc en fait, on sait que naturellement, on va pas aller sur l'escalier, on va prendre l'escalator. Donc on essaye d'appliquer un correctif pour que la décision la plus facile et la plus évidente pour l'individu, ce soit la décision qu'on souhaite, à savoir prendre l'escalier, parce que c'est meilleur pour la santé, parce que c'est meilleur pour la fluidité des voyageurs, etc., etc. Ok. Écoute, j'adore cette idée, en fait, finalement, d'aller vers cette simplicité, cette facilité, cette fluidité, le fait que les choses soient plus simples, plus faciles à appréhender. Je vais essayer de résumer tout ce que tu nous as dit. Alors, c'est pas simple parce on a évidemment parlé de plein de choses, mais je vais essayer de le faire en 2 minutes. D'abord, tu nous as dit que ces sciences comportementales, qu'est-ce que c'est? Bah, grosso modo, c'est décrypter des comportements et trouver les leviers d'action. Alors ça, moi, j'adore parce que c'est ultra concret. On a nos consommateurs, puisqu'on parle ici des consommateurs, hein, nos consommateurs, on va essayer de les comprendre. Moi, c'est ma marotte. Je travaille énormément sur la compréhension des consommateurs, les clients idéaux, le personnage, toutes ces choses-là. Donc, décrypter leur comportement et trouver des leviers d'action. Ce que tu nous dis,
c'est qu'il y a vraiment des choses à prendre en compte et qu'on a tendance parfois peut-être à oublier. En tout cas, on va en parler, c'est McDo qui avait un petit peu oublié ça. Ce sont les obstacles que rencontrent finalement nos consommateurs dans leur prise de décision. Et notamment, tu parles du poids de la récurrence, en fait, des habitudes qu'on a. Quand bien même on a envie de faire quelque chose, il y a nos habitudes qui viennent se mettre en travers de l'histoire. Le poids social aussi, ce que font les autres, ce que disent les autres, notre entourage, ça évidemment, ça va influer sur nos comportements. Et puis, tu peux en parler du cerveau, du fait qu'il va vers la facilité. Ça, tu disais, ça s'appelle la friction. S'il y a des petites choses qui nous cassent les pieds parce que c'est un peu plus compliqué, il y a de bonnes chances qu'on laisse tomber et qu'on passe à côté. Donc ça, c'est vraiment des choses à avoir en tête. Et tu nous parlais de cet exemple, et tu vois, c'est marrant, je le connaissais réellement pas, cet exemple de McDo avec le Arch Deluxe, qui était le McDo pour les adultes. Ils avaient un budget colossal, ils ont fait bien évidemment des études, ils ont demandé aux gens est-ce que ça vous plairait d'avoir un McDo, un hamburger pour adultes. Les gens, bah ouais, c'est super, c'est sympa, j'adorerais, c'est super bon, tatati tatata. Total gros flop, ça n'a pas du tout marché parce que McDo, quand bien même ils ont fait leurs études, ils n'ont pas tout pris en compte et notamment ils n'ont pas pris en compte les frictions, ils n'ont pas pris en compte les habitudes, ils n'ont pas pris en compte l'image que les gens avaient derrière McDo. Et ce que tu nous dis, c'est que finalement, il y a beaucoup plus que la simple envie d'acheter, de travailler avec quelqu'un, parce que c'est de ça dont on parle. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens ils aient envie de venir bosser avec nous ou d'acheter nos produits? Il n'y a pas que cette envie qui est à prendre en compte. Elle est bien sûr à prendre en compte, parce que s'ils n'ont pas envie de bosser avec nous, a priori, ils vont passer leur chemin. Mais il y a vraiment plein d'autres choses autour, plein d'autres obstacles qui se mettent sur le chemin de notre consommateur pour lui dire non, n'y va pas. Alors tu nous dis, bon, parce que je te dis, non mais ok, ça m'angoisse comment je fais, moi, pour avoir des consommateurs et pour que ils aient envie de bosser avec moi, mais qu'en plus ils le fassent. Tu nous dis, première chose, et moi j'aime bien ce genre de conseils-là, parce que je trouve que c'est des vrais conseils, ça paraît tout simple, n'empêche que c'est la réalité. D'abord, c'est être conscient qu'il y a une dissonance entre ce qu'on nous dit, ce qu'on a envie de faire, et ce qu'on fait réellement. Et il faut pas être trop optimiste, tu nous parlais du biais d'optimisme, faut pas trop se dire, en fait, c'est pas parce que moi je suis persuadée que mon idée, mon produit, mon service est génial, que tout le monde va se ruer dessus. Il y a une réalité, il y a un contexte qui est autour. Alors tu nous dis, déjà, il faut commencer par lister tous les obstacles que peut rencontrer mon futur consommateur pour prendre cette fameuse décision. Puis tu nous dis surtout, il faut absolument tout contextualiser parce que ça sert à rien d'aller lui parler de prix, d'aller lui parler de faire un acte d'achat si lui-même, au moment où il va te répondre, il n'est pas dans ce bon contexte-là parce que avec la meilleure intention du monde, il va te répondre très gentiment et peut-être même pour te faire plaisir, mais en fait, dans sa réalité à lui, probablement ou peut-être qu'il ne le fera pas. Et puis tu parlais d'un élément que moi je trouve ultra intéressant et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et en tout cas moi je sais que je n'y pense pas suffisamment. Ça m'a vraiment fait tilt quand tu l'as dit, c'est de ne pas sous-estimer le coût du renoncement. Parce que nécessairement, choisir c'est renoncer, bon ça on le sait, mais nécessairement quand il va choisir notre produit, ça veut dire qu'il va pas choisir un autre produit, qui peut être un produit concurrent, mais qui peut être aussi une autre façon de consommer, une autre façon de faire, une autre façon de prendre des décisions ou d'allouer son budget, peu importe. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de mettre ça dans la balance et de comprendre finalement ce à quoi cette personne doit renoncer, parce qu'on doit toujours renoncer à quelque chose. Ça peut être du temps, hein, c'est pas que de l'argent, mais ce à quoi cette personne doit renoncer pour prendre la décision de bosser avec vous. Et puis tu nous donnes des solutions quand même, merci Céline, hein. Tu nous dis que il faut aller vers ce qu'on appelle les nudges, cette façon d'aller récompenser le client, mais finalement récompenser son cerveau, rendre plus simple, plus ludique, cet effet de qualité d'expérience, c'est ça qui va faire que le cerveau, puisque c'est quand même à lui qu'on parle, hein, le cerveau in fine va aller vers cette décision, on l'espère, de venir travailler avec nous. Est-ce que ça te va comme résumé sur tout ce que tu viens de nous raconter qui est passionnant et on aurait pu, je pense, passer des heures, en tout cas moi j'aurais pu te questionner pendant des heures sur le sujet. Écoute, c'est parfaitement résumé. Si tu me permets, je rajouterai juste un petit aspect, parce qu'on a parlé du biais d'optimisme, et c'est vrai, il faut faire très attention à ça et à ne pas sous-estimer toutes les frictions et les efforts qu'on va demander à la personne qui va décider in fine. Il y a aussi un biais auquel il faut faire très attention, c'est ce qu'on appelle la désirabilité sociale. Comme je te l'ai dit, on est des êtres sociaux.
Et donc, on est toujours soucieux de se présenter sous notre meilleur jour aux autres. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, euh, en fait, la réalité crue de l'acte, au moment où ça va devoir se produire, c'est pas forcément comme ça qu'on se voit, et surtout, c'est pas du tout comme ça qu'on veut que les autres nous voient. On veut que les autres nous voient sous notre meilleur jour socialement. Donc tout ce qui est autour, et je m'adresse particulièrement à ceux qui sont sur de la RSE, sur des comportements vertueux, sur le plan environnemental, social, etc. Attention à ça, la désirabilité sociale, c'est une force extrêmement, comment dire, importante, puissante. Voilà, c'est extrêmement puissant dans nos actions. Donc, en être conscient, savoir que il faut se méfier de ça. Parfois, c'est mieux d'être plus juste en faisant réellement, en mettant les gens vraiment dans une situation qui tient compte de ça, que de se faire des belles idées, que d'avoir voilà, un beau déclaratif, plein de bonne volonté, mais qui ne se traduira pas dans les faits parce que on est très soucieux de cet aspect-là. J'adore. Dis-moi, si on est comme moi, qu'on a 1000 questions, qu'on a le cerveau là qui est en ébullition et qu'on se dit attends, là il faut que je le questionne, il faut qu'il m'en dise plus. Si on veut en savoir plus sur toi, Célim, si on veut peut-être te questionner, si on veut bosser avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi? Alors le plus simple, c'est de m'écrire sur LinkedIn, Selim Messaï. La société s'appelle Mutatio, Mutatio. On a un site internet, Mutatio Agency, agency.com. Le plus simple, c'est d'aller regarder tout ça, et je suis assez réactif via LinkedIn, donc ne pas hésiter. Écoute, génial, je mettrai évidemment comme toujours les liens sur les notes de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller voir ce que fait Célim, à aller lui poser des questions sur LinkedIn. C'est parfait, il vous répondra, j'en suis sûre. Merci beaucoup Célim, t'es le bienvenu quand tu veux sur le podcast du marketing. Avec grand plaisir. Merci Estelle. C'était un vrai plaisir. Un grand merci Célim, c'était un bonheur de discuter avec toi. J'ai encore des milliers de questions à te poser pour comprendre bien, le comportement de nos consommateurs. Je trouve que c'est absolument passionnant et je te le disais en off, il faut vraiment que je creuse le sujet de la psychologie, du comportement, des habitudes, de comment est-ce que l'humain, le cerveau humain fonctionne, parce que vraiment, je trouve qu'il y a énormément de choses à apprendre et surtout à appliquer en marketing. Merci infiniment à toi d'avoir partagé avec nous ce que tu sais sur ce fameux say versus do gap qui nous casse les pieds, mais comme tu nous l'as dit, on peut assez facilement finalement changer la donne. Merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous propose de rejoindre les presque 10 000 personnes maintenant qui sont sur ma newsletter, qui reçoivent donc toutes les semaines, une fois par semaine, un email de ma part dans lequel je vous parle du podcast de la semaine, bien sûr, voire des 2 podcasts, puisqu'en ce moment, je teste 2 podcasts, 2 épisodes chaque semaine. Vous obtenez aussi tous mes cadeaux bonus et puis mes bons plans. Et puis, je vous parle aussi un petit peu des coulisses du podcast du marketing, de ma vie à moi d'entrepreneur et de comment je vis les choses de façon un peu plus personnelle. Je ne le fais pas sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas envie, je le fais dans ma newsletter. Pour rejoindre les 10 000 abonnés, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.